Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque, la chaîne en quête du sens de l'actualité. Il y a un nouvel épisode donc aujourd'hui de cette série de témoignages que nous vous proposons pour lancer la réflexion autour du futur d'Israël. On vous invite à y participer également si vous le souhaitez évidemment en laissant des commentaires sous ces vidéos. C'est une série donc de témoignages d'Israéliens de diverses origines et que nous vous proposons donc d'entendre chaque jour. Et voici maintenant donc le témoignage du jour. C'était des rencontres qui étaient enregistrées le 8 mai dernier à Tel Aviv. Sarah Feinberg, bonsoir. Vous êtes politiste, vous êtes spécialiste des questions de sécurité et de défense. Vous avez coordonné un recueil de textes qu'on va pouvoir trouver aussi là sur le 7 octobre, où vous évoquez notamment 7 octobre et la suite. Ce sont des témoignages d'un grand nombre de personnalités qui ont parlé de cet événement. Et vous avez insisté beaucoup sur les tentatives d'effacement de ce massacre qui sont apparus, comme on l'a dit tout à l'heure, assez rapidement après qu'il s'est produit. Donc peut-être que dans cette perspective-là, puisque vous avez beaucoup travaillé sur le 7 octobre et sur la manière dont on pouvait ressaisir le futur d'Israël à partir de cette hostilité générale des nations, est-ce que vous pouvez nous dire comment vous envisagez l'avenir d'Israël, aussi en tant qu'universitaire et intellectuel dans ce pays? Bonsoir à tous. Alors il faut mettre le micro en route. Est-ce que vous m'entendez Non. Là, vous m'entendez? Tout d'abord, je suis très intimidée de parler après Eden Tal et Raphaël, qui incarnent le combat, le vrai combat. Je pense qu'aucun d'entre nous n'a été sur le terrain comme eux. Et c'est avec toute l'humilité et la déférence qui se doit que je continue notre petit débat. Alors, je voudrais revenir à Herzl et m'éloigner de l'émotion. On a entendu beaucoup d'émotions et je veux me placer dans le terrain de la volonté et de la conscience utopique. Donc conscience et pas émotion. Je pense qu'il y a trop d'émotions dans les discours, dans les débats et que ça nous empêche de penser. Herzl, dans mon ouvrage préféré de Alte Newland, donc publié en 1902, raconte cette histoire fabuleuse de Friedrich Löwenberg, un jeune homme un peu neurasthénique, qui est un peu déprimé, qui se rend en Palestine. Et après une ellipse de 20 ans, il retrouve en 1920 ou 1923 un pays exceptionnel, où il y a des cafés viennois, des gens très cultivés, des beaux jardins. Et Herzl a fait ce travail intellectuel exceptionnel, mais exceptionnel, de conscientisation utopique. Et c'est cela que nous devons faire aujourd'hui, précisément peut-être en nous arrachant des dangers de l'émotion, parce que qui dit émotion dit aussi capacité d'illusion. Je voudrais parler de 3 points qui me semblent capitaux pour aborder le second siècle israélien, en tout cas pour préserver la souveraineté du pays au sens propre. Le premier point, c'est la question de l'impératif de la masse. Si j'étais Friedrich Löwenberg en 2050, je voudrais voir en Israël une industrie militaire de défense massive, beaucoup d'artillerie, beaucoup d'équipements, beaucoup d'hommes, beaucoup d'ingénieurs. Parce que nous avons vécu dans une époque du tout technologique, où nous nous sommes illusionnés de nos propres prouesses, et en réalité, ce n'est pas un secret, ce n'est pas l'industrie de défense israélienne qui va pouvoir défendre notre pays aujourd'hui. S'il est défendu, cela relève peut-être du miracle. Donc la question de la masse est essentielle, et ce n'est pas une question israélienne, c'est une question globale. Nous sommes à l'heure du retour des guerres longues, des guerres de haute intensité. On l'a vu en Ukraine, on le voit au Moyen-Orient, on le voit entre l'Inde et le Pakistan aujourd'hui. Les guerres se gagnent à coups de masse, de drones, de guerres électroniques, de guerres informationnelles. C'est-à-dire qu'il faut sortir cette espèce de condescendance technologique, en prenant conscience qu'en réalité l'érosion technologique a commencé.
Nous sommes en train de perdre notre avantage qualitatif sur nos voisins. L'armée de l'air égyptienne est en train de décoller. Les Chinois donnent toutes sortes de choses aux Iraniens. Nos voisins sont extrêmement armés, on le voit avec les Houthis. Il va falloir compenser cette qualité par la masse. Et ça demande un travail de planification de long terme. Donc pas dans l'émotion, pas dans l'illusion, mais dans un travail industriel type Seconde Guerre mondiale. C'est mon premier point. Dans cet impératif de la masse, au-delà de l'armement et des équipements, des drones, de la guerre électronique, de la défense antiaérienne, qui va devoir être d'ailleurs de plus en plus automatisée, il y a la question des hommes. Et en réalité, Tal Eden, vous l'avez dit tout à l'heure, et il y a des représentants de cette société civile aujourd'hui, si Israël n'est pas tombé le 7 octobre, c'est grâce aux civils. C'est-à-dire qu'il y a une guerre, il y a une différence entre une résilience et une résistance. La résilience, c'est préserver un territoire, la résistance, c'est le reconquérir. Et le territoire d'Israël, la terre d'Israël, a été reconquise par des hommes avec des couteaux de cuisine et des femmes qui se sont battues à main nue. Et cela est une leçon pour nous de institutionnaliser la fusion du civil et militaire en Israël. Et je crois que Tal Eden, vous avez travaillé dans la restauration de la confiance. Il faut réinstaurer des modèles de défense totale, ce qu'on appelle Hagana Totalit en hébreu, c'est-à-dire de créer une synergie entre les ressources civiles extraordinaires du pays et les ressources militaires. Je sais que c'est loin de l'émotion et de nos rêves spirituels, mais il me semble que c'est une clé de la souveraineté de notre pays. Oui, les femmes savent parler et d'amour et de défense. Hein. Oui. Deuxième point, c'est un point extrêmement important, c'est passer de la défensive à l'offensive. Mais c'est un discours qui ne doit pas être uniquement israélien, c'est un discours qui est global. En réalité, les pays européens commencent à changer leur discours et leur mode de pensée. Troisième point, c'est le point de la formation des élites. Alors je sais, Dental, vous êtes porte-parole de Tsahal, brillantissime, et il y a d'autres personnes brillantissimes. J'ai peu d'années à mon actif en Israël, mais ce qui m'a frappé au contraire, c'est le nivellement par le bas de nos autorités sécuritaires, et je ne le dis pas, si vous voulez, par condescendance, je le dis parce que je vibre à ce pays. Et il me semble qu'il faut arriver aujourd'hui, vous avez parlé de décision, Raphaël, la décision pour moi, c'est surtout de former nos élites sécuritaires. Une nouvelle élite qui est formée à l'histoire, qui est formée au droit, qui est formée à l'art militaire et qui est surtout désaméricanisée. Parce qu'un des grands problèmes qu'on a en Israël, dans l'armée, au ministère de la Défense et autres, c'est que tous les cadres pensent à travers des concepts stratégiques et opérationnels américains. Et aussi dans les cadres, dans le renseignement et le renseignement militaire, ce sont des outils américains. Or, dans une période dans laquelle Israël, c'est un middle power, comme la Turquie, c'est un pays matzemat beinaim. Israël doit penser en termes d'autonomie stratégique. Israël doit penser en termes de manœuvre entre les grandes puissances globales et régionales. Il faut maintenant arriver à former nos propres élites avec nos propres références moyenne-orientales, israéliennes et juives. Et ça demande un effort immense si vous voulez, de séparation, de divorce de l'alliance américaine. Et en réalité, c'est ce qui est en train d'arriver, parce qu'il y a une forme de continuité entre l'administration Biden, Trump 1 et Trump 2, au-delà de la rhétorique, de la référence, des bonbons qu'on nous donne ici et là. En réalité, il y a une trajectoire claire d'essolement stratégique d'Israël qui a des répercussions immenses au niveau opérationnel, mais immenses, qu'il s'agisse de l'Iran, du Yémen et d'autres. Et donc, à mon sens, l'impératif de désaméricaniser ces élites et d'inscrire Israël dans deux axes. Le premier, c'est dans la région, d'arriver à avoir une inscription intellectuelle et stratégique bien plus forte ici
donc que ça soit dans le cadre des accords d'Abraham ou d'autres configurations. Et je dirais deuxièmement, et ça j'y tiens beaucoup parce que je vois qu'il y a un dialogue nourri, nous rapprocher sur le long terme de pays qui vivent une menace existentielle, que ce soit Taïwan, que ce soit Singapour, que ce soit les pays baltes ou la Finlande, des pays qui comprennent le positionnement d'Israël, ses dilemmes et la nécessité de reprendre la force. Et j'en ai fini pour là. Voilà. Le second siècle d'Israël quand même, attendez. Bravo. Sarah, future ministre de la Défense israélienne, voilà. C'est mon rêve à moi. Malgré tout, vous avez parlé tout à l'heure du second siècle. Oui. Le second siècle d'Israël, ce n'est pas uniquement cette autonomie stratégique, c'est aussi un contenu positif de ce qu'est Israël pour plus tard. Et pourquoi devons-nous faire ce que vous nous dites? Peut-être un tout petit mot, parce que c'est fini, mais... Alors... En deux mots, si on passe à la Sarah spirituelle. Voilà, c'est ce que je voulais justement, un petit basculement. Un petit basculement. Mais je dirais que, en fait, le 7 octobre, ce qui a été sali, la profanation qui a eu lieu, c'est la profanation du nom de Dieu, du nom d'Hachem. Et qu'en réalité, aujourd'hui, le Kiddush Hachem passe par la sacralité d'Israël et passe par la préservation de la souveraineté israélienne et de son indépendance. Donc pour moi, les deux sont complètement liés. Mais pour ça, il faut d'abord travailler la terre et surtout nos industries de défense. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo. Et pour suivre nos prochaines interviews, eh bien, vous pouvez vous abonner à Mosaïque. C'est très simple, il suffit de cliquer sur le bouton ci-dessous.